Bonjour. Donc je suis, comme l'a dit Emmanuel, directeur de l'ABS. Et donc j'ai accepté cette intervention quand j'ai été sollicité par les collègues de l'ENSIM en juillet dernier pour une raison essentiellement qui était que ça allait m'obliger à me poser ces questions. Donc comme l'énorme majorité des gens qui travaillent dans le secteur documentaire, je ne suis pas un spécialiste de l'IA, mais j'y suis confronté comme tout le monde. Donc c'était une excellente occasion puisque ces questions vont se poser à l'ABS que je dirige, qu'aux bibliothèques de l'enseignement supérieur en général et au secteur documentaire en général de toute façon. Donc ça m'oblige à me poser ces questions et à donner du coup quelques premiers éléments de réponse avec toutes les incertitudes qui vont avec ce positionnement. C'est-à-dire que on essaye d'improviser une réponse au fur et à mesure que les questions se posent. Donc, je vais essayer aussi de ne pas occuper l'intégralité du temps qui m'est alloué pour qu'on ait un peu d'échange autour de ça, puisque c'est du coup une réponse assez préliminaire. Et étant donné que je dirige un établissement public, la question pour moi, c'est une question qui peut être intellectuelle sur le rôle de la littérature, par exemple, comme on vient de le voir dans la présentation précédente. Pour moi, la question, c'est une question assez largement industrielle, dans un sens très large du terme, du positionnement d'un établissement ou de l'ensemble d'un secteur, public ou privé d'ailleurs, sur ces questions-là. Donc je vous ai mis à l'écran une petite courbe des investissements privés dans l'intelligence artificielle par type. Alors ce qui est important, c'est de voir la globalité de la courbe. Après, vous avez des différences entre les acquisitions, fusions, les introductions en bourse, etc. Le détail n'est pas très important, mais on voit quand même qu'il y a une courbe très très forte de croissance des investissements sur ces thématiques de l'intelligence artificielle en général. Et spécifiquement, si on zoome un petit peu sur la composition de ces investissements, y compris, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est plus le secteur industriel au sens général, y compris fusion-acquisition, mais c'est vraiment les investissements dans le secteur de la recherche en IA. Et on voit très bien qu'à partir de 2015, l'IA bascule vers le secteur privé, avec des investissements très forts du secteur privé sur ce créneau, donc y compris dans la recherche et dans la recherche fondamentale. Donc c'est un point sur lequel je reviendrai à la fin de ma présentation. On a des discussions assez importantes en ce moment à l'ABS avec et des acteurs du secteur privé de l'Occitanie. On est basé à Montpellier et l'Université de Montpellier. Ce qui se voit là de façon très très forte, c'est que, y compris la partie recherche, elle est désormais dans le secteur privé sur toutes ces problématiques d'intelligence artificielle. Et donc évidemment, en tant qu'acteur public, ça pose un certain nombre de questions sur notre positionnement et sur les interactions qu'on peut avoir avec les acteurs privés. Donc on voit qu'il y a une volumétrie, une courbe des investissements en général et des investissements en recherche en particulier qui est extrêmement importante et accélérée ces dernières années. Évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est à partir de quel moment on va être au quotidien très directement touché par ces évolutions dans nos systèmes informatiques, dans notre travail courant, d'où le titre que j'avais proposé à Emmanuel de la présentation sur savoir si mon collègue de bureau était une intelligence artificielle. C'est évidemment une question en forme de plaisanterie, mais aussi parce que la question qu'on se pose concrètement, c'est quand est-ce que ça arrive chez nous. Dans les faits, il est probable que ça prenne un peu de temps. Là, je vous ai mis deux éléments d'évolution chronologique qui peuvent être intéressants. L'un sur l'électricité et l'autre sur l'informatique en général. Dans les deux cas, d'ailleurs, le fait que ce soit la même durée, statistiquement, on n'en a que deux. Là, dans des exemples, ce n'est pas forcément signifiant, mais quand même, dans les deux cas, il faut une trentaine d'années pour qu'une invention que rétrospectivement on peut considérer comme révolutionnaire touche 50% d'adoption d'une population donnée. Donc là, c'est les États-Unis dans les statistiques dans les deux cas. Donc l'informatique, en fait, il faut quand même 30 ans pour que ça arrive. Donc moi, je suis sorti de cette école. Alors j'ai eu la chance de la faire deux fois, une fois comme bibliothécaire, comme conservateur. Donc je suis sorti en 98 puis en 2000. Il faut quand même du temps
pour que ce que je voyais arriver quand j'étais dans ces murs soit vraiment de façon tout à fait importante présent dans tous les établissements. Et je vous ai mis une photo de téléphoniste, juste pour information et qu'on ait des éléments de volumétrie et de contexte. Il y a eu jusqu'à 30 000 personnes en France qui ont exercé ce métier. Et le dernier standard de ce type a été arrêté en 1978. Et il y a des vraies raisons capitalistiques pour lesquelles ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Aux États-Unis, par exemple, sur le même type d'objet, les téléphonistes, on était dans une période où il y avait un monopole de AT&T aux États-Unis sur la téléphonie. Il a aussi quand même fallu une trentaine d'années pour que la mécanique du commutateur automatique pour la téléphonie se diffuse, tout simplement parce que remplacer ces dames par un système automatique, ça coûte, c'est un investissement. Et donc les investissements ont d'abord été faits dans les très grandes villes, à New York, à Washington, à Los Angeles. Et avant que un poste de téléphoniste comme ça soit remplacé quelque part dans la campagne du Nebraska, il s'est passé 30, 40 ou 50 ans parce que tout simplement le jeu valait pas économiquement la chandelle. Donc on a aussi des raisons qui ne sont pas strictement capitalistiques, mais qui ont un impact très fort, qui sont plus, là je les ai rassemblées sous l'angle social et psychologique, on va dire. Donc je vous ai mis 3 petites citations, 2 des années 50 et une récente. Les 2 premiers sur les ascenseurs et l'automatisation des ascenseurs, et le dernier sur la voiture automatique. En fait, l'ascenseur, c'est les années 1850. Les premiers ascenseurs automatiques, où c'est un bouton et il n'y a plus besoin d'un liftier, c'est 1900. Mais vous voyez que les 2 premières citations, là, c'est les années 1950. Dans les années 45-50, il y a des grèves aux États-Unis, des liftiers qui vont être remplacés, entre guillemets, par des ascenseurs automatiques qui, en réalité, ont été inventés 50 ans avant. Donc il faut 50 ans pour que, économiquement, mais aussi socialement, on arrive à déployer une technologie inventée dans l'ensemble de la société. Et d'ailleurs, on fait un certain nombre de modifications pour des raisons un peu fictives. Par exemple, au début, on met des boutons stop sur les ascenseurs qui ne stoppent rien du tout, qui sont juste là pour rassurer les gens qui sont dans le véhicule vertical, si j'ose dire. Donc il y a tout un tas de mécaniques qui sont mises en place de ce type-là. La possibilité d'avoir un bouton avec une alarme, de pouvoir parler avec quelqu'un à l'extérieur, etc. C'est progressivement mis en place pour encadrer l'automatisation de l'ascenseur et augmenter, entre guillemets, son acceptation. Et là, pour les ascenseurs, on était clairement dans une problématique de remplacement de métier. Mais le remplacement par l'automatisation n'a pas toujours les effets qu'on imagine. Donc là, je vous ai mis une petite courbe que j'ai tirée d'un bouquin d'économie sur le remplacement, ou en tout cas l'hypothèse d'un remplacement des guichetiers de banque par les distributeurs automatiques. Et on voit bien sur la courbe que, en fait, il n'y a pas de remplacement. Plus il y a de guichets automatiques à l'entrée des banques, plus, alors c'est sur le marché américain, mais plus il y a de guichetiers embauchés dans les banques. Alors la courbe augmente pas à la même vitesse, mais en tout cas l'un ne remplace pas l'autre, clairement. Qu'est-ce qui se passe ici en fait? C'est que ouvrir une agence bancaire sans automatisation, avec du personnel, ça coûte très cher. Avoir des guichets automatiques coûte bien moins cher. Et ce qu'ont fait les banques historiquement des années 70 aux années 2000-2010 aux États-Unis, c'est simplement que du coup, elles ont été en capacité d'ouvrir des agences bancaires dans des marchés beaucoup plus petits en milieu rural, hein, typiquement aux États-Unis, parce que du coup, on pouvait ouvrir une agence bancaire avec quelques personnes plutôt que 30 ou 40 ou 50 employés. Donc en réalité, il y a beaucoup plus d'agences bancaires dans les années 2010 que dans les années 70. Évidemment, chaque agence bancaire individuellement a moins de personnel, mais du coup, là, en l'occurrence, les distributeurs automatiques ont permis de l'embauche en déployant plus vastement des agences bancaires. Donc j'ai pris un petit peu de temps pour exposer ces exemples historiques parce que, au fond, les questions qu'on se pose sur l'IA en termes sociaux par rapport à nos métiers, etc., ne sont pas radicalement nouvelles. Il y a quand même tout un contexte, un historique d'arrivée de technologies révolutionnaires, entre guillemets, dans un métier ou un autre.
Et c'est extrêmement difficile à la fois de prévoir la durée et de prévoir l'effet. Typiquement, plus de guichetiers bancaires alors qu'on a de l'automatisation de la distribution de billets. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de travaux qui ont commencé d'être faits sur les métiers dits exposés à l'IA. Donc là, je vous ai mis un graphe avec alors, toute une catégorisation des services sociaux et de l'éducation, dont les bibliothécaires. Donc, sans vouloir nous affoler tous, donc c'est une combinaison de plusieurs stats. Hein. Il y a le US Bureau of Labor qui fait ce genre de statistiques très régulièrement depuis longtemps et qui ajoute des problématiques au fur et à mesure. Il y a plusieurs autres études. Là, le graphe est tiré d'un travail de Ed Felten sur ces problématiques-là. Et il identifie un certain nombre de métiers plus ou moins en danger. Les deux bulles que vous voyez mises un peu en relief sont les métiers de la documentation. Donc on est visé, entre guillemets, un peu plus que d'autres en tout cas. Les plus visés dans son classement là, qui est récent, hein, 2023, c'est des choses du genre le télémarketing. Donc là, oui, que vous soyez remplacé, c'est pas tellement surprenant. C'est pas forcément très positif. On peut imaginer que du coup, on en aura plus d'appels de ce type. Mais tout de suite derrière viennent les enseignants, par exemple, qui sont considérés aussi comme étant population à risque, si je veux dire, ou métier à risque. Assez loin devant le clergé, 50e place. Les bibliothécaires, on peut se rassurer, on est 180e. Mais même dans les bibliothèques, c'est assez intéressant puisqu'ils classent son étude et en fait, le personnel de magasinage et le personnel qui fait l'accueil des bibliothèques est très peu menacé dans ces évaluations. Il estime que ce personnel-là de contact direct est relativement protégé de ces problématiques d'automatisation et d'intelligence artificielle. Le danger est plus sur d'autres segments du métier. Donc même à l'intérieur du métier documentaire, il n'est pas du tout évident que toutes les fonctions soient touchées de la même façon, loin s'en faut. Et comme toujours, il y a des nouveaux métiers qui se créent quand il y a des évolutions de ce type-là. Donc là, j'ai trouvé probablement le premier, en tout cas c'est le premier que moi j'ai trouvé, Machine Learning Librarian. Donc Daniel Van Stern, qui donc travaille, alors c'est intéressant parce que je vous ai copié à droite les hashtags qu'il utilise dans son compte LinkedIn. Donc il parle de bibliothèque, d'open science, de machine learning et d'artificial intelligence. Et c'est intéressant, je trouve, la liaison qu'il fait entre les trois. Donc bibliothèque, sciences ouvertes et machine learning. Ce n'est pas le métier documentaire au sens strict, c'est dans un contexte général de sciences ouvertes, de gestion de données, etc., que lui estime faire ce nouveau métier, entre guillemets. Son employeur n'est pas inintéressant non plus, donc il travaille pour la société Hugging Face, qui est une société franco-américaine, créée en France en 2016, et dont les créateurs sont allés chercher du capital aux États-Unis parce qu'ils n'en trouvaient pas en France, donc ils ont déménagé en 2017. Donc c'est une société qui est encore relativement récente et toute proportion gardée, relativement petite. Mais malgré tout, on ne parle pas d'un Google ou d'un Facebook ou quoi que ce soit de ce genre-là, mais c'est quand même une société désormais un petit peu installée et qui a un peu plus de 150 employés. Et donc eux, leur cœur de métier, et une des raisons pour laquelle ils embauchent un bibliothécaire, c'est les données ouvertes, puisque leur plateforme est une plateforme open source, où ils publient à la fois des modèles, des jeux de données, donc dans un rôle qui est privé là bien sûr, mais qui n'est pas si éloigné de ce qu'on peut trouver sur recherchedata.gouv par exemple, où il y a des sets de données. Mais là, c'est fait par une société privée avec un fort accent sur l'intelligence artificielle. Une fois qu'on a posé ces questions, la question de fond, c'est aussi, si moi je fais retour vers moi-même, c'est pas si évident de comprendre ce qui se passe et de juger correctement, comme je l'écrivais là, l'ampleur du changement. Je suis allé chercher une petite citation dans le BBF. En recherchant dans le BBF, j'ai essayé de chercher la première fois qu'était cité Google. Donc c'est dans cet article, qui est un article de 2001. Et ce que je vous ai mis dans la citation, là, c'est la première et la dernière phrase de l'article en question. Donc le collègue qui, à l'époque, écrit ça est visiblement un peu troublé de l'arrivée du web et se demande bien ce que c'est que cette bête-là. Et surtout, ce que je trouve très frappant, c'est la toute fin. L'information est de plus en plus massive, disponible et accessible, mais encore faut-il pouvoir la localiser, l'appréhender et l'assimiler avant de la diffuser. Donc,
on a là un collègue d'il y a une vingtaine d'années, un petit peu plus, qui est dans une démarche scientifique où on collecte de la donnée, on analyse de la donnée, on publie, et la publication vient forcément en fin de processus. Ce collègue ne se rend pas compte à ce moment-là, ou en tout cas il ne l'interprète pas comme ça, que c'est en train de se renverser, qu'on va déverser des flots de données et d'informations sur le web, et qu'on verra bien après, pour analyser, assimiler, appréhender. Donc ce retournement, clairement, n'est pas perçu. Et je jette évidemment pas du tout la pierre à ce collègue en 2001. Google est créé en 98, hein, donc c'est juste 2 ans après. C'est pas comme s'il avait beaucoup de recul pour réfléchir. Et donc c'est une des questions que je me pose là, c'est par rapport à l'IA, qu'est-ce qu'on est capable d'analyser de ce type? Si on commence à faire un petit entonnoir et à arriver aux bibliothèques, à la documentation en général, et pour ce qui me concerne à la baisse, donc je vous ai mis une référence d'un papier qui a été publié au début de l'année là, sur les collections de bibliothèques considérées comme données, et c'était dans un contexte d'intelligence artificielle. Donc on a 3 types, je pense, de données qui se prêtent particulièrement à l'intelligence artificielle dans le secteur documentaire. Certaines sont dans notre périmètre depuis fort longtemps. Donc, ce qu'on numérise et tout le corpus numérisé ces 20, 30, 40 dernières années, et évidemment maintenant peut servir à alimenter ce type de travaux. Il y a les données qu'on produit nous, donc très classiquement et même le plus classiquement des notices. Et puis, il y a la façon dont on les exploite pour enregistrer des large language models, pour entraîner des large language models ou l'IA en général. Donc je vous donne un exemple en dessous de ce qu'il y a comme volumétrie de données du côté de la baisse. Donc le Sudoc, c'est à peu près 18 millions de notices. On a un outil qui s'appelle Science Plus, dans lequel il y a des métadonnées d'articles, et là c'est 600 000, et c'est un tout début de processus pour nous. C'est une volumétrie qu'on a l'intention de très très fortement augmenter dans les années qui viennent. On gère la plateforme des thèses en France, donc il y a 450 000 notices de thèses, mais surtout, on a les thèses en full text depuis 2006 à nos jours, et un petit peu d'antériorité dans certains cas, mais systématiquement depuis 2006 à nos jours. Donc ça se fait 150 000 thèses, et là pour le coup, comme c'est du full text, c'est particulièrement intéressant dans le contexte de l'IA. Et puis on a ce que j'ai mis sous le terme générique d'agent, mais on a une espèce d'annuaire de personnes en vérité, donc dans le métier classiquement des autorités personnes ou des autorités collectivités, mais en réalité des informations sur les personnes et des informations sur des structures. Et sur les personnes en particulier, on en a un petit peu moins de 4 millions, dont, puisqu'on est dans l'ESR, une sorte d'annuaire de l'ESR. On sait qui enseigne dans quelle université, qui a été dans quel jury de thèse, qui a travaillé dans quelle université, et on essaye de plus en plus de savoir aussi qui a publié quelle information. Donc on est dans un contexte où on a, nous, des données, parfois beaucoup de données en termes de volumétrie, et ça devient un enjeu pour l'IA de faire émerger des données qui n'avaient pas forcément de valeur dans tous les sens du terme valeur, y compris au sens le plus direct et économique, qui aujourd'hui peuvent trouver une valeur très importante pour nous, secteur public, mais aussi pour les acteurs du secteur privé. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on devra travailler et sur lequel on devra se positionner. Il y a des acteurs économiques qui d'ores et déjà se positionnent. Donc je vous ai mis 2-3, vous allez voir, on va aller assez vite, mais 2-3 annonces de presse récentes. Donc là, par exemple, la société Clarivate annonce en partenariat avec une autre société, LibraryThing, un partenariat où ils font un petit moteur de recherche à destination de la lecture publique qui s'appelle Talpa Search, qui est appuyé sur des large language models pour faire des suggestions au public pour des livres, des films, etc. Et le problème qui a été évoqué dans la conférence précédente des hallucinations là, est réglé en s'appuyant sur justement le catalogue de LibraryThing, qui permet de valider que quand l'IA répond avec une référence, cette référence est réelle et existe bien. Donc on a un mix d'IA générative et d'un catalogue de bibliothèques au sens le plus traditionnel du terme qui sert à apporter la qualité et la sécurisation de la réponse de l'IA. Et il y a évidemment le vocabulaire commercial qui va avec. Talpa is a magical AI-powered library search, etc.
Il y a le côté, c'est un peu magique, mais rassurez-vous, il y a des données authoritative and true derrière, fournies par le secteur des bibliothèques. Une des autres choses qui est intéressante à noter dans cette annonce-là, c'est qui sont les deux partenaires. LibraryThing, c'est une toute petite entreprise de Portland, Maine, où il doit y avoir une petite dizaine d'employés. Clarivate a 11 000 employés et un revenu annuel de 1,2 milliard de dollars. Donc on est aussi dans des problématiques avec des acteurs qui sont très très différents, mais qui interviennent dans un secteur que nous on considère évidemment, c'est normal, c'est notre rôle comme un secteur public, mais il y a des acteurs à 1,2 milliard de dollars de revenus par an qui s'intéressent à nos petites affaires. Le même acteur, qui a toujours son milliard et 2 de chiffre d'affaires par an, a fait un autre partenariat annoncé un peu plus récemment en juin 2023. Alors je vous ai copié-collé avec c'est moi qui ai mis en gras les petits éléments de langage qui m'ont semblé les plus intéressants. Donc AI21 Labs, c'est une spin-off de Stanford qui est dans l'industrialisation de l'IA. Donc là, on n'est plus dans la recherche, on est vraiment dans faire entrer de l'IA dans des systèmes qui vont être utilisés par des clients en production, industrialisation. Donc si je me réfère à mes téléphonistes du début, c'est voilà, ça commence à arriver vraiment dans le bureau. En tout cas, au moins, l'intention est là. Ce qui est intéressant dans la petite annonce, c'est que tous les mots-clés y sont. On parle de données, de la qualité de la donnée, confiance dans la donnée, voilà, intégrité, éthique, il y a tous les termes qui vont bien. Mais si vous faites un CTRL F et que vous cherchez library, librarian, etc., il n'y a rien. Donc on parle, c'est pour ça que je vous ai mis la petite photo là avec ceci n'est pas une bibliothèque. On parle en fait de tout, c'est bien notre métier qui est décrit, mais nous on n'est pas cité par contre. C'est vraiment complètement générique. Et AI21 Labs, la société en question, donc eux, leurs objectifs, c'est vraiment d'industrialiser l'IA dans des systèmes d'entreprise. Ils viennent de lever des fonds. Ils viennent de lever 283 millions de dollars à une valorisation d'entreprise de 1,4 milliard. Donc on a des acteurs là qui ont des moyens extrêmement importants, pour lesquels les données qu'on possède sont une sorte de trésor de guerre sur lequel ils ont bien envie de travailler. Et qui vont être à la fois pour nous des acteurs et clairement des concurrents. Donc Clarivate, toujours la même entreprise, j'ai pris celle-là parce que c'est la plus grosse qui s'intéresse à ces sujets-là en ce moment, mais bon, il y en a d'autres plus petites qui agissent aussi là-dessus. La dernière annonce qu'ils ont fait dans l'été, donc tout ça on est en 23, hein, ils sont très motivés là sur l'année. Donc là, ils ont créé un incubateur de start-up focalisé sur l'IA, et ils ont commencé par faire une première acquisition qui est de l'IA de chat dans la relation avec l'étudiant. Et donc on voit que ces acteurs, donc là j'ai pris Clarivate, mais ça vaudrait aussi pour Elsevier, Allspring, donc qui est l'éditeur de Springer Nature, Macmillan, etc. Donc eux, ils rentrent dans l'écosystème extrêmement fortement, et eux, le découpage, c'est pas secteur documentaire et autre chose. Ce qui les intéresse, c'est le secteur académique en général. Et donc il y a un positionnement qui n'est pas spécialement destiné à la documentation, qui est vraiment destiné aux universités, aux centres de recherche. C'est une approche absolument globale. Dans leur esprit, il y a un cycle de vie complet de la donnée et un service qui est global et académique. Donc nous, on a des données là-dedans. Malgré les efforts faits ces dernières années, nos données à nous sont encore largement en silo. Hein. Même quand on est au sein d'une bibliothèque ou au sein de l'ABS, pour ce qui me concerne, c'est pas si facile. On a des bases de données, on a une base de données de signalement de fonds d'archives, on a une base de données de signalement de monographie, etc. Ça se parle pas forcément beaucoup entre bases de données, l'homogénéité des données, notre capacité à faire transiter ces données, à les mettre dans des pots communs, est malgré tout pas encore très, très importante. A fortiori, quand on est dans le pluri-institutionnel en bibliothèque, c'est pas non plus complètement évident. On a un métier qui a de longues habitudes de normalisation, de transfert de données, mais dans la pratique, c'est pas si évident de changer d'échelle et d'arriver à une communication très importante et à faire grossir nos bases. Parce que là, pour le coup, la quantité et le volume devient une qualité, et on a besoin de faire grossir beaucoup nos bases de données si on veut pouvoir faire des choses intéressantes là-dessus, et on a du mal.
Et de fait, il y a aussi une problématique de qualité des données. Donc là, je vous ai pris un exemple, alors qui n'est pas un livre, qui est de la musique. Là, on est sur Spotify, donc de facto, Spotify a des métadonnées sur une artiste, un album, des titres, etc., qui sont étonnamment pauvres en vérité. Il n'y a vraiment pas grand-chose par rapport à ça. Le même disque, parce que il a existé aussi en CD ou en 33 tours, etc. Donc là, c'est un vinyle, il y a une réédition vinyle. Il existe dans des catalogues de bibliothèques, mais là aussi, c'est pas vraiment une notice extrêmement qualitative. Alors, pas pour juger nos collègues de la BNF, la même notice n'existait pas du tout dans le Sudoc. Donc, du coup, je suis allé les chercher à la BNF, mais voilà, la notice de bibliothèque n'est pas forcément extraordinaire. C'est décrit dans Wikipédia, le même album, il y a un petit peu plus d'infos, on a des titres, on a des choses comme ça, on a les instruments qui sont utilisés, on a les instrumentistes. Donc, en fait, il y a plus de choses, c'est celle qui est la plus importante. Et celle qui est finalement la plus riche, c'est le site de collectionneurs et de vente de CD vinyles qui s'appelle Discogs, où là, c'est la plus complète. Donc, ce n'est pas forcément les bibliothèques, ce n'est pas forcément le secteur documentaire, ce n'est pas forcément le secteur public qui a les données les plus qualitatives et la plus grosse quantité de données en vérité. Donc, on ne part pas forcément, ou en tout cas pas toujours, avec une longueur d'avance. Donc, on est, pour ce qui concerne la BES par exemple, avec une longueur d'avance pour les thèses, clairement, où on a les meilleures données, les plus qualitatives et souvent le full texte de la thèse, mais ce n'est pas généralisable en réalité. Après, il y a un certain nombre de gens qui travaillent sur ces problématiques, des questions IA en général. Donc, on commence à avoir des choses qui sont un petit peu balisées. Donc, moi, là-dessus, je ne vais rien inventer. Je vais vous renvoyer à, par exemple, cette présentation de Thomas Padillas, donc, qui a longtemps travaillé au CLC Research et qui maintenant est à Internet Archive à San Francisco, et qui a fait pas mal de travaux. C'est lui aussi qui avait animé la référence que j'avais un petit peu plus haut sur l'IA avec des publications sur le sujet. Il a une espèce de roadmap sur quand on est côté public et qu'on réfléchit à ces questions-là, à quoi il faut qu'on soit attentif. Donc, par exemple, des opérations responsables, il y a un élément qui est tout basique. L'IA, c'est des machines, c'est des serveurs, c'est donc de la consommation électrique, de la consommation en eau, etc. Donc, pour ce qui concerne la BES, par exemple, on a un certain nombre de serveurs qui sont hébergés au CINES à Montpellier. Donc, c'est des choses auxquelles on commence à faire attention de notre consommation électrique, pouvoir l'optimiser, notre consommation d'eau. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça sur lesquelles on peut voir ce qu'on peut faire en termes d'IA. On a aussi une façon d'envisager notre métier et nos actions qui peuvent changer. Donc, je vous prends un exemple qui est aussi sur Hugging Face, qui est fait par Melissa Dell, qui est chercheur à Harvard, et qui d'ailleurs, c'est intéressant, est économiste, elle ne travaille pas dans le secteur documentaire, mais elle a fait un travail sur des fonds numérisés par la Bibliothèque du Congrès, qu'elle a repassé à la moulinette de l'IA. C'est des numérisations qui ont déjà eu lieu, en fait, sur lesquelles elle revient, mais avec une IA optimisée, pour détecter les mises en page, pour améliorer la lisibilité, pour améliorer l'ECR, etc. Et elle en produit un nouveau corpus sur la base d'une numérisation vieille de 20 ans. Et elle le publie dans un contexte où Hugging Face donc, publie à la fois le modèle de machine learning qu'elle a utilisé, tous les documents en source, et tous les sets de données résultats. Donc la notion qui est désormais un peu classique en bibliothèque de ressources FAIR, de publication, de réexploitation, etc., s'applique là aussi. Et on devrait nous-mêmes, bibliothécaires, se l'appliquer dans le futur si on fait des travaux de ce type. Alors, à la BES, très concrètement, on a fait un certain nombre de choses à toute petite échelle sur l'IA ces quelques dernières années. Moi, je suis à la BES depuis 1 an, mais mon prédécesseur avait d'ores et déjà retenu ce thème de l'intelligence artificielle comme étant le thème privilégié de recherche de la BES. Évidemment, à l'échelle de l'établissement, on ne peut faire que de tout petits investissements. Donc, on était vraiment dans quelque chose qui était de la préfiguration et de la réflexion. On a fait une ANR 2012-2016 qui était sur la qualité des liens dans les catalogues et donc qui avait quelques éléments qui pouvaient être assimilés à de l'IA. On a un petit peu accéléré le mouvement en 2023 où on a commencé à faire des partenariats avec une entreprise pour faire un test un peu plus grandeur nature sur l'indexation Rameau. Donc la façon très pragmatique dont on s'y prend, c'est qu'on prend des notices
et on demande à l'IA de nous suggérer de l'indexation Rameau. Donc on a fait un petit projet quelques mois avec une entreprise là-dessus. Le résultat était en vérité plutôt satisfaisant et plutôt pertinent. Donc on est en train de regarder comment on pourrait potentiellement déployer ce genre de solution. Donc on va avoir une étape intermédiaire de test grandeur nature. Là, on était sur de l'expérimentation recherche. Et donc on faisait, voilà, jusque 2023, des choses à petite échelle. Et là, clairement, vous voyez que les acteurs privés se sont précipités. Je vous ai mis quelques annonces de Clarivate, mais du côté public, ça s'accélère aussi. Donc il y a un appel d'offres en cours qui s'appelle IA Cluster, qui est porté par France 2030. Donc la BES y répond. Et si vous regardez notre logo, il est donc dans la deuxième ligne là, de la ribambelle de logo. Il est entre le logo du CINES, donc qui est le centre de calcul de l'enseignement supérieur qui gère à Montpellier des quantités de serveurs, dont un énorme serveur Adastra qui est actuellement un des plus gros serveurs de calcul en général, qui est très très utilisé en recherche pour faire de l'IA dans l'astronomie en particulier. Donc il se trouve qu'ils sont à Montpellier et eux, ils ont en gros de la capacité de calcul dans des proportions très très importantes. Et puis dans les logos, là, nos voisins alors ça dépend dans quel sens on regarde, mais nos voisins de l'autre côté, droite ou gauche, c'est l'AMU, donc l'agence de mutualisation des universités, qui gère des logiciels dans l'ensemble de l'enseignement supérieur et qui s'intéresse à l'IA dans des problématiques de facilitation et assistance aux usagers de leurs logiciels. Donc, typiquement, vous inscrivez un étudiant dans une scolarité, vous bipez sa carte d'étudiant, ça vous remplit son compte Apogée. Je caricature un petit peu, mais c'est ce genre de réflexion qu'il y a derrière. Et la BES, on est au milieu parce que voilà, on a, nous, deux choses qui nous intéressent. On a des données, comme je disais tout à l'heure, les thèses par exemple, et donc on a des objets de recherche pour nous-mêmes, parce qu'on veut générer des choses qui nous intéressent, des notices de l'indexation Rameau, etc. Mais aussi pour les chercheurs. On est très très sollicité, par exemple, pour des chercheurs qui veulent des exports de nos données globales pour faire de l'IA dessus, pour faire de la statistique. Par exemple, on a des demandes en ce moment sur les thèses. Ils veulent calculer si les investissements qui ont été faits dans les thèses de CIFRE ces 10 dernières années ont donné des résultats. Donc il y a aussi des problématiques de pilotage derrière qui intéressent beaucoup de monde. Donc on a des données. Nous, si on les utilise, on devrait les utiliser en respectant ce qui est notre cœur de métier, des données FAIR, donc réexposer les données sources, les modèles IA utilisés pour avoir de la transparence sur les modèles qu'on utilise et évidemment les résultats. Et puis je décrivais le scan de la carte d'étudiant pour la MU qui remplit. Bon, nous, on n'est pas très loin quand on est dans une logique de dire on scanne une couverture de bouquin par exemple et on essaye de voir si on peut en faire quelque chose. Donc on l'a inscrit à notre projet d'établissement. Il se trouve qu'il devrait, sauf accident de parcours de dernière minute, être voté par notre conseil d'administration la semaine prochaine. Donc à ce stade, j'espère qu'il est stable. Et donc on a inscrit cette problématique de l'IA comme un investissement pour nous. C'est dans le projet d'établissement. Alors le projet d'établissement est sur 5 ans, mais le projet IA Cluster que je vous montrais juste précédemment en partenariat avec l'Université de Montpellier, le CINES, la MU, etc., c'est un projet sur 7 ans. Sur 7 ans, nous, on pense investir 1,2 million d'euros sur ce sujet, ce qui est peu, en fait, évidemment, par rapport aux acteurs privés que je vous ai décrits précédemment, c'est peu. Mais à notre échelle, c'est ce qu'on peut faire. Je vous ai mis là les 4 types d'actions et de livrables sur lesquels on espère pouvoir s'engager sur les quelques années à venir. Après, pour la partie métier, si je reviens aux téléphonistes et aux problématiques métiers qui étaient au début, on a à la fois le temps et à la fois ça va très vite, les deux. Donc il y a des questions d'accompagnement. L'IA est prête, ça c'est certain. Mais le temps d'insertion et d'insertion propre et correcte, sans que ce soit ni violent, ni raté, ni non réfléchi, de ces sujets dans nos outils, ça peut prendre du temps. Les logiciels de bibliothèque, pour prendre vraiment la chose par le petit bout de la lorgnette, sont des logiciels qui sont créés par des sociétés qui ont des capacités d'investissement qui sont bien moindres que les sociétés de l'IA. Donc ne serait-ce que d'intégrer ces problématiques dans les logiciels, ça va prendre du temps. Donc on a quand même un petit peu de temps pour nous adapter. Je vous ai mis quelques exemples de choses auxquelles on pense, qui sont dans notre petite to-do list de choses, mais là pour la partie assistance à nos collègues qui travailleraient dans nos systèmes. Donc typiquement, par exemple, il y a des choses qui sont des tâches de fond qu'on aimerait faire. Typiquement, on a des notices qui ont des résumés en français, générer un résumé en anglais, ça peut, entre guillemets, coûter pas très cher et être un petit peu intéressant. Et des choses un petit peu plus difficiles et un petit peu plus ambitieuses. Donc je vous ai mis des exemples
qu'on a vu passer autour de nous récemment un collègue de la Bibliothèque royale de Belgique qui a fait, vous cliquerez sur le lien quand vous aurez le PowerPoint, mais qui a fait un petit proto où il scanne sa page de couverture, sa page de titre, sa 4e de couverture, et ça lui génère des notices. Ça marche, plus ou moins. Alors, comme on dit, ça marche sur son PC. De là à le déployer, il va se passer un moment, mais ça marche sur son PC. Un autre élément qui était intéressant dans ce petit démonstrateur qu'il avait fait, c'est qu'il n'utilisait aucun logiciel qui aurait été conçu spécifiquement pour le secteur documentaire. Il utilisait des outils standards de la suite intelligence artificielle proposée par Microsoft. Et puis un petit peu d'huile de coude de son côté. Nous, on est à toute petite échelle, même si on envisage de mettre 1,2 million d'euros sur 7 ans sur ce sujet-là, c'est vraiment tout petit. Donc, c'est des choses qu'on ne pourra pas faire tout seul. Donc, on cherchera systématiquement à le faire dans le cadre de partenariats. Donc, avec le secteur documentaire, ça c'est évident. Il y a des acteurs dans notre périmètre, l'INIS par exemple du côté du CNRS, la Bibliothèque nationale de France, voilà, les archives qui ont des quantités de données, des quantités de contenu, qui se posent aussi des questions et qui font des expérimentations autour de l'IA. Clairement, il faudra qu'on trouve les moyens de mettre nos ressources ensemble pour généraliser nos questions et avancer un petit peu plus vite et se donner un petit peu plus de force de frappe par rapport à ça. Et puis, la diapo IA Cluster que je vous montrais juste précédemment, voilà, les partenaires d'IA Cluster sont des universités, l'Université de Montpellier, des acteurs publics type AMUS, INES, ABES, et aussi des entreprises. Donc là, dans IA Cluster, il y a une 40aine d'entreprises qui sont des tailles diverses et variées. Il y a le centre de recherche IBM de Montpellier et il y a la start-up locale que le postdoc du labo de recherche de l'Université de Montpellier vient de créer. Donc nous, on aura ces acteurs autour de nous pour travailler, mais à notre échelle, on ne fera pas de l'IA tout seul. Donc, on a des marges de manœuvre par rapport à ces questions-là. Même si ça peut faire peur, je pense qu'on a du temps avant que ça arrive et que ça percole dans tout le système et que ça arrive jusqu'au bout. Il y a de la réglementation qui émergera, qui n'existe pas encore. Donc, il y a le EU AI Act qui est actuellement au Parlement européen, donc qui est plutôt en fin de parcours législatif. Et juste le mois dernier, aux États-Unis, la Maison-Blanche a signé ce qu'ils appellent un Executive Order. Donc évidemment, avec la culture réglementaire des deux pays, c'est assez différent. Côté européen, c'est du réglementaire assez prescriptif qui est prévu. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la grille de lecture du EU AI Act est une grille de lecture sur le risque. Donc, ce n'est pas sur les droits d'auteur, ce n'est pas sur ce genre de choses. Leur grille d'analyse, c'est une grille liée au risque. Donc, la reconnaissance faciale, par exemple, est considérée comme un risque très important et donc extrêmement réglementé. Donc, on n'est pas du tout dans une grille de lecture qui correspond aux questions qu'on se pose nous et qui ont été posées tout à l'heure typiquement sur la question des droits d'auteur et du statut de ce type de document. On est vraiment dans de l'analyse de risque. Donc, nous, pour le coup, on est dans des sujets où à la fois le risque est relativement faible, quoique sur les thèses, par exemple, on a des problématiques de thèses qui peuvent être confidentielles avec des secrets défense, où il y a le secteur de la recherche médicale dans le secteur de l'enseignement supérieur qui peut aussi poser des questions un petit peu délicates. Mais il y a une réglementation qui arrive. On n'est pas très présent dans le lobbying sur ces sujets-là, mais je pense que c'est un des éléments sur lesquels on pourrait travailler. Côté États-Unis, ce qui se dessine sur l'Executive Order qui est paru le mois dernier, c'est quelque chose évidemment à la mode américaine, c'est-à-dire beaucoup plus indicatif, il faudrait collaborer, volontariste de la part des entreprises, etc. C'est moins prescriptif, mais il y a aussi la réglementation qui arrive de ce côté-là. Et pour ce qui est du côté collaboration-concurrence, je pense que de fait, et je faisais allusion tout à l'heure au début de ma présentation au fait que je suis sorti de cette maison il y a une vingtaine d'années. En 20 ans, j'ai vu à la fois la concurrence, mais aussi les liens tissés avec le secteur industriel se renforcer de façon extrêmement importante. De facto, aujourd'hui, le secteur documentaire est co-géré entre le secteur industriel, dans un sens très très large, hein, je mets là-dedans les éditeurs de logiciels, les éditeurs au sens éditeurs de contenu, et le secteur documentaire public proprement dit. Il y a une cogestion qui est dans les tuyaux depuis 20 ans, qui va croissante, et l'IA va clairement renforcer ce sujet-là.
puisque c'est des acteurs qui sont extrêmement positionnés. C'est pas toujours très confortable, mais je pense qu'il faut qu'on assume le fait que c'est la réalité avec laquelle on vit, qui peut avoir des impacts, y compris, je vais faire après cette présentation une réunion sur ce sujet-là, sur les aspects normatifs de nos métiers. La norme, voilà, les normes de description de bibliothèque, certaines sont désormais co-gérées aussi avec le secteur privé, puisque c'est eux qui éditent nos logiciels, les logiciels qu'on utilise. Donc on est dans cette... Voilà, il ne s'agit pas d'être naïf par rapport à ça. Hein. On est des acteurs publics qui sont des acteurs privés et il faut qu'on trouve un positionnement qui est bien le nôtre. Il ne faut pas qu'on confonde. Mais de facto, il faudra qu'on soit autour de la table les uns et les autres pour arriver à un résultat. On a beaucoup de données et ça, je pense que c'est un atout très très important. On a aussi une culture métier sur la qualité des données. La petite com de Clarivate Library sur l'IA magique qui permet de répondre à toutes les questions, elle est aussi, elle pointe sur la qualité du catalogue LibraryThing, donc qui est un acteur privé certes, mais c'est bien un catalogue de bibliothèques derrière. Donc on est quand même identifié comme étant un secteur métier qui a des capacités de gestion de qualité et donc de validation des IA qui est très important. Donc je pense qu'il faut qu'on mette l'accent là-dessus. Du point de vue métier, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on a pas mal de temps. Par contre, il faudra qu'on soit en capacité d'avoir un positionnement qui est sur nos valeurs fondamentales, donc l'ouverture, la transparence des données. C'est pour ça, par exemple, que l'exemple de Hugging Face est assez intéressant puisqu'ils ont une démarche qui est open source, donc qui est assez proche de des valeurs de nos métiers sur bien des aspects. Mais ce n'est pas la même chose de défendre nos valeurs dans ce contexte que de défendre un métier spécifique à l'intérieur de notre secteur. Et il est possible qu'il y ait des évolutions assez fortes de fonctions à l'intérieur de notre métier, mais je veux croire que si on est un peu droit dans nos bottes, entre guillemets, sur les valeurs fondamentales, on arrivera à tirer notre épingle du jeu là-dessus. Et pour finir, la question que je posais au début, c'était la question de savoir si mon voisin de bureau était une IA, donc il y a cette problématique du remplacement des métiers. Mais au fond, j'y serais plutôt favorable, en vérité, à considérer qu'effectivement, à un moment, et peut-être assez vite, notre voisin de bureau, à défaut d'être purement et simplement remplacé par une IA, aura de l'IA pour m'assister. Et peut-être ça peut nous être favorable. Il y a bien des contextes, c'est assez prouvé maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait ces petits chiens robots japonais des années 90-2000 qui ont été pas mal vendus, alors principalement au Japon certes, mais pas mal vendus et distribués. Il y a eu tout un tas d'études qui ont été faites sur ces robots et de la capacité qu'avaient les gens qui les achetaient à avoir une relation quasi personnelle avec ces robots. Donc il y a de l'anthropomorphisation qui joue à fond sur ce genre de choses. Ça peut sembler bizarre, mais pour ce qui nous concerne là, je pense que ça peut aussi être une barrière de sécurité. On ne va pas demander la même chose à l'IA selon la relation qu'on a avec ce voisin de bureau, aide, assistant un petit peu particulier. Donc il y a des travaux qui ont lieu pas mal là-dessus. La Commission européenne avait demandé il y a 2 ans une étude sur ce sujet dans le contexte de l'automatisation et de l'IA dans le secteur automobile, donc, où il y avait un panel de philosophes, etc., qui ont réfléchi à ce sujet. Donc dans un contexte évidemment automatisation, véhicules autonomes, etc. Je trouvais très très intéressant qu'il y ait le même type de réflexion autour du secteur documentaire ou des contenus intellectuels, éditeurs, bibliothèques, etc. Mais du coup, remplacer non, mais avoir à côté de soi un voisin qui travaille avec nous et qui a de l'IA quelque part sur le poste, probablement. Et c'est probablement quelque chose de plutôt positif, je trouve. En tout cas, il faudra qu'on trouve la façon dont on peut se positionner par rapport à ça collectivement. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. Place aux questions dans la salle. Merci. Bonjour Nicolas, donc Nathalie Marceau-Ramel, directrice de l'ANSIB. Nicolas, je voulais vraiment te remercier pour cette présentation de grande qualité. Le sujet n'est pas facile, il est très exploratoire et je trouve que tu en as vraiment tiré des fils tout à fait passionnants. J'aimerais revenir sur cette question de la temporalité que tu as évoquée à plusieurs reprises, parce que je ne suis peut-être pas tout à fait aussi rassurée que toi sur ces questions.
Bien sûr, pour l'électricité, il a fallu 30 ans. C'est exact, mais sur d'autres sujets, je pense particulièrement à Internet, il a fallu beaucoup moins de temps. Et il se trouve que, à l'époque où Internet est arrivé en France, moi j'étais élève ici, élève et étudiante d'ailleurs, et donc c'était il y a 30 ans, 31 ans exactement. On ne parlait pas d'Internet. On ne parlait pas d'Internet dans les formations. Et 5 ans plus tard, il fallait qu'on soit parfaitement formé et qu'on soit capable d'accompagner les communautés, notamment à l'université. Ça a été assez rapide et il ne faut pas négliger le fait que entre le temps où arrive une innovation et le temps où il faut l'intégrer à sa pratique professionnelle, eh bien, il y a un gap, pardon pour l'expression. Et là, les structures de formation, je parle depuis l'ENSIB, mais il n'y a pas que l'ENSIB, doivent pouvoir anticiper et accompagner les communautés professionnelles. Donc c'est un sujet qu'on aura peut-être à continuer à discuter ensemble, d'ailleurs ABES et ENSIB, parce que je crois que même si les métiers ne vont pas disparaître, je partage ton avis, ce sont des fonctions qui vont évoluer et peut-être des catégories professionnelles. Je pense notamment aux collègues qui sont en charge du traitement documentaire, comme tu l'as bien montré dans ta présentation. Eh bien, ces collègues-là, il va falloir, même sans tout à fait savoir comment ça va évoluer, pouvoir les préparer. Est-ce que tu partages ce point de vue ? Oui, mais sur la question de la temporalité, en réalité, je dois admettre que je n'en sais trop rien, effectivement. Simplement, on est aussi, disons qu'on a un amortisseur de notre côté sur ce sujet-là, qui est qu'on est malgré tout un secteur industriel de niche, pour employer ce genre de vocabulaire, dans lequel les investissements sont assez faibles. Alors, on a toujours l'impression, quand on paye notre facture de 6 GB, que c'est très cher. Je regarde David Duconloy, il a souvenir, je pense, de la facture au CLC, moi aussi. Voilà, il s'étrangle. Donc on a toujours l'impression que c'est très cher. En réalité, on investit très très peu dans nos systèmes informatiques. C'est des systèmes qui sont pas très chers et c'est un marché de relative niche. Du coup, pour que ces acteurs économiques-là fassent eux les investissements nécessaires pour que ces problématiques IA arrivent chez nous, il va se passer un petit peu de temps. Là où je suis plus inquiet, c'est que s'il se passe trop de temps, les innovations se feront juste en dehors de notre secteur, qu'effectivement on sera protégé, mais au sens où on ne sera juste pas concerné et ça va nous passer à côté. Donc mon inquiétude, elle est plus celle-là, de trouver le bon curseur entre la rapidité et que quand même on ne passe pas à côté de la chose. Bonjour Nicolas, Luc Bellier, Université Paris-Saclay. Juste un petit élément en complément de ce qui a été dit, mais ce ne sera pas ma question. L'intelligence artificielle, c'est des technologies qui sont assez anciennes, qui ont 30-40 ans. La vraie révolution et l'accélération qu'on connaît actuellement, c'est celle du big data. Qui permet d'alimenter ces IA et d'avoir une masse critique d'apprentissage, plus les capacités de calcul qui ont permis à l'IA de devenir performante, ce qu'elle n'était pas lors de son invention conceptuelle il y a une quarantaine d'années. Ma question, elle porte justement sur les données et la question des données. Tu as beaucoup insisté sur la mise en concurrence, ou cogestion entre le secteur industriel et le secteur public. Le secteur public est un gros producteur de données et nous sommes encouragés, en particulier dans l'ESR, mais pas uniquement, à mettre à disposition ces données. Est-ce que cette mise à disposition des données, dans le contexte de cette co-construction, concurrence, n'est pas interrogée parce que si on les met à disposition librement, elles sont utilisées librement et notre avantage concurrentiel en tant que producteur de données se limite uniquement à la compétence à continuer à les produire, à les maintenir, mais le bénéfice en sera côté industriel et pas du tout côté public. Donc voilà, comment on peut positionner et interroger ces questions-là, que ce soit les données de bibliothèque ou les données de recherche qui sont également ont vocation à être ouvertes également. Alors, pour l'instant, moi, je n'ai pas entendu la puissance publique remettre en cause cette politique de fond, clairement. Après, on a aussi un rôle, clairement, quand on publie des données, y compris pour utilisation commerciale, avec des licences vraiment extrêmement permissives, on est dans un rôle de soutien de l'industrie explicitement, au moins à l'échelle nationale.
Donc il n'est pas choquant pour la puissance publique nationale d'aider l'industrie nationale à se développer dans tel ou tel secteur. Et ça fait tout à fait partie du jeu. Donc j'ai du mal à imaginer comment on arriverait à restreindre ça. Et je vais prendre un exemple très concret qui est à la limite en dehors de l'IA, mais qui est, je trouve, illustratif de ça, sur des choses très, très classiques de métadonnées liées aux acquisitions de la documentation électronique. Quand un établissement, Saclay ou Lyon 1, sur le campus, là, achète de la documentation électronique, on essaye de négocier dans les contrats la fourniture de métadonnées. L'ABES a un travail d'enrichissement de ces métadonnées, qu'on renvoie en sens inverse potentiellement dans les bases de connaissances des prestataires, parce que Lyon 1 ou Saclay est abonné à une base de données d'outils de découverte et souhaite bénéficier de ces données-là. Donc j'ai du mal à imaginer que ça se retourne, parce que c'est vraiment extrêmement ancré à la fois dans notre rôle au niveau national et dans le mode opératoire d'avoir des données ouvertes. Ce qui me semblerait plus embêtant, c'est d'avoir des partenaires qui sont très loin de nous et trop gros pour nous. Donc très loin de nous, y compris géographiquement. Donc pour reprendre nos collègues de Clarivate vont penser que je pense du mal d'eux parce que voilà, je les cite toujours comme les méchants de l'affaire entre guillemets. C'est juste que voilà, c'est l'exemple le plus prégnant. C'est une grosse multinationale. Qui est basée essentiellement au Royaume-Uni et aux États-Unis. Si nous, on a des choses extrêmement spécifiques à faire valoir, est-ce que pour un acteur de cette taille-là, dans tous les sens du terme, voilà, à la fois mondial et en termes de volumétrie, ce qu'on souhaite faire, nous, serait possiblement pris en compte et il répondrait à un marché spécifiquement français? Je ne suis pas sûr. Donc il faut quand même qu'on ait des acteurs locaux qui puissent tirer leur épingle du jeu, ou des acteurs qui, sans être locaux ou semi-locaux, Ginkface, qui est un franco-américain par exemple, mais qui a un modèle open source, etc. Il faut qu'on arrive à travailler avec des acteurs pour lesquels la relation va être un petit peu différente qu'avec une énorme multinationale comme Clarivate ou comme Elsevier, etc. Donc j'avoue que je serais plus enclin à mettre l'accent sur la pluralité des acteurs avec lesquels on peut travailler et trouver des acteurs un peu plus de terrain, un peu plus souples, un peu plus dans nos problématiques, un peu plus locaux aussi, que purement et simplement essayer de refermer nos données pour essayer de construire une protection autour de notre activité. Donc, dans ce sens-là, oui, mais justement, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la réglementation européenne qui est plus prescriptive et de la réglementation américaine qui l'est beaucoup moins sur ces problématiques dans les circuits juridiques, là, dans ce qui se dessine juridiquement. Il faut être honnête aussi, la réglementation européenne est aussi plus prescriptive parce que toutes les sociétés dominantes du marché sont américaines. Je pense que si les sociétés en question étaient européennes, on se précipiterait peut-être un peu moins pour faire de la réglementation. Donc il y a cet aspect-là aussi qui joue. Donc nous, on a surtout besoin d'interlocuteurs à notre taille et dans notre périmètre, plus que la frontière publique-privée strictement, j'ai l'impression. Merci. Encore une question. Oui, moi j'aurais aimé savoir, là vous avez abordé un petit peu les risques, mais quels avantages concrètement vous voyez à ce développement de l'intelligence artificielle dans ce secteur? Alors pour nous, il y a deux, si je regarde vraiment les choses, peut-être pas dans les secteurs, mais au moins du point de vue de la BES dans un premier temps, il y a deux choses pour nous qui sont intéressantes. La première, sur tous les aspects d'automatisation ou d'assistance, etc., il y a deux éléments qui jouent. Il y en a un qui est le travail sur la qualité. Je parlais tout à l'heure de la qualité des données. On a une culture forte dans le métier par rapport à ça, mais qui n'est pas si facile à mettre en œuvre concrètement dans nos bases de données, qui sont toutes de qualité très relative quand on regarde très concrètement ce qui se passe dans les catalogues par exemple. Donc ça, c'est un élément sur lequel on espère des gains assez forts, parce qu'il y a l'IA au sens d'assistance, je clique, on me suggère quelque chose, et puis il y a l'IA aussi au sens de je passe toutes les nuits sur mes 18 millions de notices ou mes 50 millions de notices et je fais des travaux. Donc ça, on espère des gains relativement importants qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. Ça, c'est un élément. Il y a aussi des éléments de coût
et de coûts RH et de reventilation des métiers. Nathalie parlait tout à l'heure de certains métiers ou certaines fonctions à l'intérieur de nos métiers qui seraient plus touchés les uns que les autres. Mais évidemment, le sujet, en plus, on est à 95% pour ce qui est du secteur bibliothèque, en tout cas dans la fonction publique. L'objet n'est pas de faire de la pure économie RH. L'objet est de consacrer notre RH à de nouveaux sujets. Donc là, on pense qu'on a des gains possibles sur des opérations qui peuvent être automatisables, qui permettraient de dégager de la RH. Alors effectivement, comme disait Nathalie, en termes d'accompagnement de compétences, ça va nécessiter des efforts substantiels, mais je pense que c'est tout à fait possible pour mettre nos ressources sur des choses dont on va estimer qu'elles sont à plus forte valeur ajoutée, au moins à terme. Et puis après, sur les gros corpus dont on dispose, il y a tout simplement des choses qu'on ne sait pas faire. Aujourd'hui, par exemple, si on n'a pas l'IA, on ne saurait pas, et c'est une des choses sur lesquelles on aimerait travailler dans les quelques années qui viennent à la baisse, on a le corpus des thèses, repérer dans toutes les thèses toutes les références bibliographiques et avoir un espèce de graphe de qui cite qui dans les thèses des 15 dernières années. Intellectuellement, c'est intéressant. C'est un nouvel objet de recherche, ça donne de la nouvelle donnée, on génère de la nouvelle donnée. Donc je pense que du point de vue métier bibliothèque, c'est ces deux objets-là qui me semblent, en tout cas en première analyse, avoir le plus de potentiel pour nous. Une petite remarque, Nicolas, merci pour cette intervention. Moi, j'ai une interrogation parce qu'on voit que bon, il y a la mission de qualité de données qui est au cœur même du fondement de l'ABES, avec l'idée d'avoir un bien commun des données que vous allez redistribuer à des acteurs, à des partenaires. C'est très généreux et c'est effectivement au sein même du service public d'intérêt général que vous avez. Mais je me pose la question, et ça renvoie à la table ronde d'hier, du partage de la valeur quand même, et ça renvoie aussi à ce que disait Luc tout à l'heure. Est-ce que vous n'avez pas imaginé des nouveaux services qui vous permettent, vous, de valoriser vos données sur vos propres processus, au-delà peut-être du catalogage, mais je pense à la recommandation que tu viens de parler sur les thèses en ligne. On pourrait imaginer que vous proposiez, par exemple, un état de la littérature automatique à partir des thèses qui ont été soutenues sur les bases de thèses. Enfin voilà, l'idée de valoriser ces données pour soi un peu. Non, mais ça, bien sûr, tout à fait. Après, actuellement, nous, on est, entre guillemets, assis sur notre corpus. On a besoin d'outils pour pouvoir les exploiter et pour pouvoir proposer ce genre de service. Ce qu'on ne peut pas faire, nous, c'est poser la question. C'est quelles questions sont les questions pertinentes. Donc là-dessus, on est au service de la communauté donc pour l'ABES enseignement supérieur recherche en général. Donc après, pour nous, la question, c'est de trouver les bons partenaires qui vont avoir des questions à nous poser. Donc pour les thèses en particulier, ça commence à être à peu près identifié. On voit un peu le genre de questions qui nous sont posées. Donc par exemple, on voit qu'on a très très régulièrement, mais vraiment là ça s'accélère très fortement, plein de demandes qui sont de l'exploitation statistique et du pilotage autour des thèses. Donc aujourd'hui, la façon dont on y répond, c'est de façon complètement ad hoc. On essaye de trouver la réponse, on fait des requêtes dans notre base de données, on fait un export quasiment à l'unité pour répondre à une question. Ce qu'on ne sait pas faire encore, c'est généraliser ça pour en faire un service. Et ça prendra du temps. Mais il faut du coup qu'on ait les moyens techniques de le faire, aussi les moyens au sens vraiment le plus matériel de la RH à y consacrer. Et il faut qu'on arrive à sortir d'une question spécifique multipliée 10 fois à on a compris un ensemble de questions qui étaient transverses au secteur de l'ESR et on est capable d'y répondre avec un service qui est un peu globalisé. Et ça va prendre du temps. Actuellement, on fait des projets quasiment ad hoc en fait à chaque fois. Et on a du mal à capitaliser dessus pour avoir quelque chose qui soit un vrai service standard, entre guillemets. Merci beaucoup. Merci à vous. Nicolas Morin.